Faisant l'objet de mesures restrictives en raison de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne vient de s'allonger. On y retrouvera notamment l'homme politique Justin Bitakwira. Vive tension ce matin à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, Nord Kivu. Un groupe d'habitants a attaqué un convoi de la MONUSCO. Dans la foulée, les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Bilan, un mort. Le 9 décembre, journée mondiale de la lutte contre la corruption. Dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques, c'est le thème retenu cette année. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Discours sur l'état de la nation. Le président de la République s'adressera ce samedi devant le Parlement réuni en congrès. Une adresse qui s'inscrit dans les cadres du message annuel tel que consigné dans la Constitution en son article 77. Dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression de la RDC par les terroristes du M23 avec les soutiens du Rwanda. Et le Conseil de l'Union européenne a décidé d'ajouter 8 personnes à la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives en raison de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Parmi les 8 personnes inscrites sur la liste figurent 5 membres des différents groupes armés, M23, ADF, Codeco, FDLR et Mai Mai Yakutumba, ainsi qu'un homme politique congolais, Justin Bitakwira. Et puis alors qu'il vous vive tension ce vendredi matin à Kanyaruchinya, un territoire de Nyiragongo selon la société civile, un groupe d'habitants a tenté d'attaquer un convoi de la MONUSCO. Dans la foulée, les forces de l'ordre ont ouvert le feu et une balle a atteint un habitant de la ville qui est mort sur les champs. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Olivier Kakoti, député provincial Nord Kivu. Bonjour, dites-nous quelle est la situation actuelle à Kanyaruchinya. Oui, messieurs les journalistes, la situation telle que vous venez de le dire n'était pas bonne le matin à Kanyaruchinya. Il y a eu un convoi de la MONUSCO qui voulait monter vers les zones conquises par les M23. Alors, quand ils voulaient traverser les camps de déplacés de Kanyaruchinya, d'un coup, un groupe de jeunes de déplacés n'ont pas voulu voir les agents de la MONUSCO monter vers Kibumba. Ils ont réclamé, disant que non, comment expliquer que la zone qui est conquise par les M23 et veulent aller là-bas. C'est comme ça qu'il y a eu des échauffourées. Malheureusement, il y a eu crépitement de beaucoup de balles à partir de 6 heures du matin jusqu'à 7 heures juste. Dans ces échauffourées, nous avons enregistré déjà un mort, un jeune garçon qui était dans le cas de déplacé dans sa petite bâche, qui a eu un coup de barre dans la tête. C'est un garçon répondant au nom de Eric Abdou, déplacé de son état, et il est ressortissant de Rugari. Et aussi, cette population, c'est une population qui est tellement fatiguée. Et on voyait quelqu'un qui avait sa maison au niveau de Rugari, au niveau de Ruchuru, d'un coup se retrouver dans le cas de déplacés dans des conditions qui ne sont pas totalement bonnes. Et puis, voir la MONUSCO qui était censée venir nous aider et voir comment terminer la guerre, déambuler dans la ville sans toutefois terminer la guerre. Alors, je crois que c'est ce qui est en train d'amener la colère auprès de la population. Monsieur Olivier Kakoti, merci. Autre chose, les questions liées aux bonnes relations qui doivent exister entre le gouvernement de la République et les secteurs privés étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo conduite par son président Albert Yuma Molimi. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour 2 préoccupations. Les relations privilégiées que nous pensons privilégiées entre l'État à travers son gouvernement et le secteur privé,
et des sujets sur le climat des affaires qui nous ont préoccupés, où nous sommes venus demander, faire un plaidoyer pour que les textes soient respectés, que les membres de la FEC soient présents dans les conseils d'administration de ces 4 entreprises. Et au surplus, nous avons aussi fait un plaidoyer pour que des structures qui concernent directement le secteur privé, comme le FPI, dont la majorité des recettes viennent du secteur privé, ou l'ANAPI, et aussi des membres de la FEC dans leur conseil d'administration. Nous avons, je dois le dire, trouvé un allié au Premier ministre dans ces matières. Il a promis qu'il allait faire le plaidoyer là où il faut. Nous sommes venus à des dossiers prioritaires sur le climat des affaires. C'est l'expoliation foncière, notamment celle dont est victime un des membres de la FEC, le groupe Texaf, à travers les sociétés Utex Africa. Là aussi, le Premier ministre nous a promis qu'il allait reprendre ce dossier pour essayer de trouver une solution. Les derniers points, c'est sur des sujets importants, les contrôles intempestifs dans les entreprises, les dossiers de l'ANAPAC, les entreprises de télécommunications. Sur tous ces sujets, le Premier ministre nous a également promis de s'engager personnellement et on s'est donné rendez-vous dans une semaine. Sécurisation des festivités des fins d'année, la police nationale ville de Kinshasa vient d'être dotée de nouveaux engins de renforcement de la sécurité. C'est le commissaire provincial de police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, qui, à son tour, les a remis au commandant des unités. Tout a commencé par la réunion de commandement où le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a montré au commandant des unités les plans du travail pour la sécurisation des paisibles citoyens en cette période des festivités de fin d'année. Après cela est venue la cérémonie des remises des nouveaux engins de renforcement des sécurités au commandement des unités de la police de Kinshasa. Silvano Kasongo leur a demandé d'en faire bon usage. Le véhicule, c'est pour la population, c'est pour aider la population à vaquer tranquillement leurs occupations. C'est pour s'occuper de la criminalité, que ce soit la grande criminalité ou la petite criminalité, s'attaquer au Kuruna et faire toutes les opérations, mener toutes les opérations possibles pour qu'il y ait accalmie et qu'il y ait la tranquillité publique. Ce ne sont pas des véhicules à aller au marché ou bien à se promener avec ou bien déposer les enfants. Ces véhicules sont à disposition de la population. Nous avons mis les numéros de permanence. S'il y a un problème, en cas d'alerte, en cas d'alarme, on appelle le numéro de la permanence qui est affiché sur le véhicule et le véhicule va intervenir. C'est la présentation des criminels qui a bouclé cette journée pour montrer l'efficacité de la police sur terrain grâce à la collaboration entre la police et toutes les couches de la population quinoise. L'abus de pouvoir pour des gains privés peut coûter aux gens leur liberté, santé, vie et avenir. La corruption touche tous les pays, même s'il est démontré qu'elle frappe les populations pauvres de façon disproportionnée. 9 décembre, c'est donc la journée de la lutte contre la corruption avec comme thème dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques. Chaque 9 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Cette journée a été organisée pour la première fois en 2008 à l'initiative de l'ONU. Son objectif est de sensibiliser le monde à la problématique et aux impacts de la corruption. Elle permet aussi de rappeler les rôles de la Convention mondiale contre la corruption en matière de lutte et de prévention. La journée mondiale de lutte contre la corruption commémore le lancement par les Nations Unies de la Convention mondiale contre la corruption. Après avoir été adoptée 114 pays, l'a signé le 9 décembre 2003. Cette convention est l'un des tout premiers instruments internationaux juridiquement contraignants pour lutter contre la corruption. Aujourd'hui, elle a été ratifiée par plus de 2/3 de 193 membres de l'ONU. La corruption s'attaque au fondement des institutions démocratiques en faisant les élections et en corrompant l'état de droit. C'est une cause de ralentissement du développement économique. Militer pour l'harmonisation du cadre légal congolais en faveur des droits des femmes reste la mission principale de l'ASBEL Afiamama qui a organisé hier un café juridique sur le droit SSR et protocole des Maputo. L'objectif poursuivi dans ce café est d'ajouter des voix masculines indispensables pour soutenir les droits des femmes à l'avortement en République démocratique du Congo.
C'est dans le souci de contribuer à la promotion et connaissance sur les DSSR, notamment sur l'accès aux soins d'avortement sécurisés pour les femmes, que la SBL Afiamama, dans le cadre du projet Makoki à Moissy, a organisé ces cafés juridiques en présence de membres des organisations locales et d'autres invités de marque. Ce café juridique permet aux officiels de la police judiciaire d'être informés sur les avancées du cadre légal congolais en matière d'avortement, explique maître Frédéric Kwamba-Chingej. J'ai également parlé de notre code pénal congolais, plus précisément de l'article 165 qui pénalise l'avortement et qui ne laisse pas de passage ou de possibilité de pratiquer l'avortement. Comme il s'agit de ces deux textes qui semblent s'affronter, se confronter, nous devons en tant que juristes y réfléchir et penser à une modification de cette disposition pour l'harmoniser avec le protocole de Maputo. À l'issue de ces cafés, le docteur Franck a expliqué de manière laconique la différence qu'il y a entre l'avortement sécurisé et non sécurisé. Il faut noter que ce n'est pas la première fois. Même dans le temps, avant le protocole de Maputo, le code de déontologie médicale autorisait l'avortement quand la grossesse menace la vie de la femme. Mais dans le code pénal, il y avait toujours cette ambiguïté, cette contradiction, parce que le code pénal condamnait même toute forme d'avortement, même si la grossesse menaçait la vie de la femme. Actuellement, il faut noter les importantes avancées enregistrées dans l'évolution du cadre légal congolais en matière de droits de la santé sexuelle et reproductive avec la ratification du protocole de Maputo et sa publication au journal officiel le 14 mars 2018. Retour au pays pour parler judo, les séminaires initiés par la coordination pour renforcer le niveau des arbitres et entraîneurs sera clôturé demain à Kinshasa. Cette formation est assurée par les experts de l'Union africaine de judo pour essayer de redresser la barre de cette discipline en République démocratique du Congo. Animé par les experts internationaux, ce séminaire permet aux arbitres et entraîneurs de peaufiner leurs connaissances. For feelings, not for us. À la recherche de la renaissance du judo en RDC, Maître Nico Lianza remercie l'Union africaine qui a accepté d'apporter son coup de pouce au développement du judo congolais. Nous ne sommes pas ici pour des raisons partisanes, mais c'est pour le judo congolais. Tous ceux qui aiment le judo sont venus. Ils ont vu le sérieux qu'il y a. Ils ont eu l'organisation que nous faisons. Et pour ce faire, nous ne pouvons que remercier l'Union africaine de judo. Les trains du judo congolais étant en marche, Maître Nico Lianza prêche l'unité pour porter haut l'étendard de cette discipline. Au bout de cette formation, nous voulons créer une nouvelle classe d'arbitres capables d'être sélectionnés au niveau africain, même au niveau mondial, pour que nous puissions revivre la présence des arbitres congolais dans la scène internationale. À l'issue de cette formation, les entraîneurs et arbitres congolais auront plus de chances d'être sélectionnés lors de prochains Jeux de la francophonie qui seront organisés à Kinshasa l'année prochaine. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Faisant l'objet de mesures restrictives en raison de la situation sécuritaire en RDC, la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne vient de s'allonger. On y retrouve notamment l'homme politique congolais Justin Bitakwira. Vive tension ce matin à Kanyaru-Chinya, en territoire de Nyiragongo, Nord Kivu. Un groupe d'habitants a attaqué un convoi de la MONUSCO. Dans la foulée, les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Bilan, un mort. 9 décembre, journée mondiale de la lutte contre la corruption. Dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques, c'est le thème retenu cette année. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Grâce Salambo Onkoni. Bienvenue. Merci Nathalie. Le chef de l'État était à Kitona hier jeudi. Grâce, le sujet fait la une des journaux parus ce vendredi.
Tout à fait, Nathalie. Et Econews qui ouvre le bal, titre à sa une, Tshisekedi en mission de réconfort aux nouvelles recrues des FARDC. Le rédacteur de cet article renchérit que l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour sauver la patrie en danger a eu écho favorable dans l'opinion. En masse, jeunes filles et garçons ont décidé de rejoindre les FARDC, cantonnés à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central. Le président de la République est allé leur apporter jeudi un message de réconfort, question de requinquer le moral des troupes et leur rassurer de son accompagnement dans le processus de redynamisation de l'armée nationale. Abordant le même sujet, l'avenir note que s'adressant aux 10 200 recrues, le chef de l'État pense que la devise « ne jamais trahir le Congo » n'est seulement pas ancrée dans leur tête, mais également dans leur cœur. D'un journal à un autre, La Prospérité rapporte que depuis son avènement à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des militaires n'a cessé d'être au cœur des préoccupations du chef de l'État. Son engagement à soutenir les hommes en uniforme, a-t-il dit, se manifestera au travers des actions qu'il va dorénavant poser en leur faveur. Et du journal Forum de Zas, nous apprenons que le chef de l'État a exhorté les militaires à la discipline en toutes circonstances. Il les a rappelés à leur devoir de protection de leurs frères et sœurs civils. Les salariés des New York Times en grève pour la première fois. C'est un titre des France 24, votre dernier titre. Oui, Nathalie, ce n'était pas arrivé depuis 40 ans. Plus de 1000 journalistes du célèbre quotidien New York Times sont en grève depuis hier jeudi. Cet arrêt de travail fait suite à un échec des négociations sur les salaires et la convention collective. Selon le syndicat de la presse, New Guild, l'un des points de contentieux est le refus de la direction d'augmenter de manière importante les salaires depuis près de 2 ans. Et les dirigeants du New York Times fêtent leur réussite financière tout en pénalisant les travailleurs, a tonné l'organisation syndicale dans un tract en se réjouissant que plus de 1000 employés aient dorénavant cessé de travailler. Abordant le même sujet, RFI renseigne que la directrice générale de ce quotidien, Meredith Copy, se dit très déçue par cette grève. On est aussi très déçus par cette grève, hein. Ce sont des confrères. La confrérie oblige grâce à Merci beaucoup, Grâce, pour tous ces détails. C'était un plaisir, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.